Le texte que vous m'avez demandé de commenter aujourd'hui est une poésie tirée du recueil Poésies érotiques publié par Évariste de Parny en 1778. Dans ce recueil, ce poète qui appartient au mouvement du libertinage va décrire un certain nombre de situations amoureuses, dont celle de ce poème, à savoir une description positive de l'infidélité des femmes. Je passe ainsi à la lecture. À vous qui savez être belle, favorite du Dieu d'amour, à vous, maîtresses infidèles, qu'on cherche et qu'on fuit tour à tour, salut, tendre hommage, heureux jour, et surtout volupté nouvelle. Écoutez, chacun à l'envie vous craint, vous adore et vous gronde. Pour moi, je vous dis grand merci. On le voit à travers cette description positive, améliorative de ce qui relève pourtant d'un défaut moral, l'infidélité en amour, le poète se place d'emblée dans une posture contradictoire qui nous permettrait de poser cette question: en quoi le poète fait-il ici un éloge paradoxal ? Pour répondre à cette question, je diviserai mon texte en 4 parties. Une première du vers 1 à 9 dans lequel nous aurons l'adresse aux femmes infidèles. Une deuxième du vers 10 à 16 dans lequel il développera la métaphore théâtrale. Il décrira ensuite les comportements publics de ces femmes et de leurs amants du vers 17 à 24, avant de conclure sur la moralité, ou plutôt la moralité, en un seul mot, en énonçant une règle générale du rapport aux infidèles, du vers 25 à 29. Je commence ainsi le commentaire. Le texte s'ouvre sur une adresse directe aux infidèles identifiés par le titre, les plaçant d'emblée dans une posture positive, par l'adjectif belle à la rime, modalisée par la périphrase « qui savait être belle », soulignant l'aspect de mise en scène et donc de manipulation dans leur beauté. La périphrase favorite du Dieu d'amour qui les désigne les place d'emblée dans une posture de protection divine ou d'élu, l'expression Dieu d'amour pouvant être entendue à plusieurs niveaux, à la fois comme une référence antique, à Cupidon ou à Eros par exemple, mais aussi bien dans une référence transgressive au Dieu d'amour de la religion chrétienne, marquant ainsi cette transgression par rapport à la valeur de fidélité habituellement prônée dans la religion, ou encore pourrait être lu comme une périphrase désignant le locuteur lui-même, puisque ce sont effectivement les femmes infidèles que lui préfère. L'adresse se redouble sous la forme d'une anaphore, le redoublement s'accentuant par l'effet de pléonasme dans la périphrase « maîtresses infidèles », qui là encore peut être entendu à plusieurs sens, soit dans le sens courtois, médiéval, de la maîtresse, c'est-à-dire la dame inaccessible, mais par l'adjectif postposé et donc à valeur objective, c'est bien au sens de maîtresse érotique qu'il s'agit ici de faire référence. À travers ces jeux de modification sémantique, à travers cette transgression des différentes valeurs morales traditionnelles, va s'ajouter une transgression orthographique, infidèle étant orthographié de manière à rimer visuellement avec l'adjectif belle au vers 1, mettant en scène finalement la transgression au sein même de l'écriture poétique. La proposition subordonnée relative est intéressante puisqu'elle introduit de fait une relation de subordination de ce « on » indéfini, représentant notamment la jante masculine, à ses maîtresses infidèles, subordination ambivalente comme le montre l'antithèse « chercher, fuir », insistant sur le pouvoir à la fois d'attraction et de répulsion. Suite à cette adresse, un vœu formulé par le locuteur, quadruple vœu, un vœu de salut, ironique lorsque l'on prend en compte le contexte religieux. Il s'agit ici d'un bonjour plus que d'un salut divin ou d'un salut moral permettant l'accès au paradis. L'hommage dont il est question viendrait ici se teinter du sous-texte courtois mettant en scène non plus une relation politique mais une relation amoureuse. L'adjectif antéposé « heureux jour » mettant en scène la subjectivité de ce bonheur illustrerait la conclusion de l'affaire amoureuse, amenant enfin la volupté, c'est-à-dire le plaisir des sens, volupté qualifiée par son caractère nouveau
du fait même de l'infidélité. L'adresse se poursuit par le biais de l'impératif, deuxième personne, écouter, adressé toujours à ses infidèles, mettant ainsi en exergue l'aspect élogieux du discours qu'il leur propose. La partie se clôt sur une opposition entre chacun et pour moi, le locuteur se plaçant d'emblée en opposition au regard commun que la société porte sur elle, un regard qui par ailleurs est ambivalent entre crainte, adoration et colère, cette ambivalence pouvant être tout aussi bien lue de manière chronologique par rapport aux amants. Ils craignent d'être vus en leur compagnie, lorsqu'ils sont avec elle, ils les adorent, puis ensuite, ils les blâment en société. À ce regard social s'oppose donc la posture du locuteur, dont le remerciement porte alors le sème du paradoxe, valorisant ce qui pour lui est une qualité, mais ce qui est socialement reconnu comme un défaut moral. Le système de rimes est particulièrement intéressant en ce que les 7 premières rimes sont articulées sur un schéma qui confond des rimes alternées et embrassées simultanément, représentant de manière visible l'infidélité amoureuse qui est à la fois embrassade et alternance. Je passe ainsi à la deuxième partie qui s'ouvre sur une revalorisation des femmes infidèles par leur caractère exceptionnel. Vous seul, répétez 2 fois, vers 10 et vers 12. Cette exceptionnalité, caractérisée par l'art explicite au vers 11, faisant référence au verbe savoir au vers 1, met en scène leur propension à désennuyer le monde, à réinjecter du bonheur et du plaisir dans un monde considéré de manière subjective comme triste, comme le montre l'antéposition de l'adjectif. Cette manière de rendre le monde plus gai s'illustre de manière concrète dans la versification par le phénomène de l'enjambement, mettant en scène ainsi une relation sexuelle confirmée par le système de rimes des vers 7 à 12, alternant des rimes masculines et féminines selon un schéma masculin-féminin, masculin-féminin, masculin, les rimes masculines étant donc à la fois à l'extérieur et à l'intérieur des rimes féminines. Arrive ainsi la métaphore du théâtre avec le terme scène, acteur, spectateur, qui insiste sur les masques sociaux qu'elles portent et sur le rôle qu'elles peuvent jouer en amour, un rôle là encore ambivalent, comme le montre l'antithèse goût et erreur, reliée par l'esperluette du vers 13, déjà présent au vers 8, esperluette qui représente là encore la synthèse de 2 lettres entremêlées, filant alors l'illustration de l'acte sexuel. L'identification des acteurs et des spectateurs pourrait correspondre à la distinction des goûts et des erreurs, soit sous forme d'un parallélisme, soit sous forme d'un chiasme. Ce seraient ainsi les goûts des spectateurs et les erreurs des acteurs, mettant en scène, là encore, l'embrassade, la partie se clôturant à nouveau sur la revendication de nouveautés caractéristiques de l'infidélité en amour. Cette multiplication des amants, qui est la caractéristique des femmes infidèles, serait ainsi représentée dans la versification par le système de rimes féminines, embrassant non pas 2 rimes masculines comme c'est traditionnellement le cas, mais 3, mettant en scène donc la pluralité des amants. Je passe à ma troisième partie qui s'ouvre sur la métaphore du tourbillon qui représenterait à la fois le mouvement circulaire qui attire à elle les amants, mais ce tourbillon serait aussi celui de l'infidélité elle-même qui les entraînerait sur son chemin en leur prêtant des appâts plus doux, c'est-à-dire en accentuant encore leur beauté. Le terme appât mettant en scène là encore le caractère supérieur des femmes par la métaphore de la chasse. Le locuteur va développer ensuite, conformément à l'idée de tourbillon, l'idée de rapidité des relations. Le lendemain d'un rendez-vous, l'amant vous reconnaît à peine. Vous ne donnez pas au dégoût le temps de naître sur vos traces. Rapidité qui est considérée paradoxalement comme une qualité, puisqu'elle permet de lutter contre la lassitude du couple conçu comme la manière socialement acceptable d'aimer.
Au centre de ce système demeure l'idée d'apparence physique que l'on trouve à travers le verbe reconnaître, l'expression tous les yeux sont fixés sur vous, ou encore l'idée de trace qui valorise de fait le physique sur le moral, rendant impossible de considérer la caractéristique de l'infidélité comme un défaut, puisque relevant de la morale et donc de peu d'importance. Là encore, le système des rimes vient illustrer ce dont le locuteur parle, puisque nous avons un premier système de rimes embrassées, suivi d'un système de rimes croisées, mais les deux systèmes possédant les mêmes rimes masculines, mettant en scène la succession de l'embrassade et du croisement, caractéristique des relations extra-conjugales. Le texte donne alors sa moralité, ce qui constituera notre quatrième et dernière partie, une moralité qui, là encore, est paradoxale, puisqu'elle n'est pas morale, mais bien amorale. Il ne s'agit pas ici de quelque chose qui n'est pas moral, mais qui ne relève pas de la morale, justement, comme le montre le paradoxe « on est heureux par vos rigueurs, plus heureux par la jouissance », mettant en scène un bonheur total, quelle que soit la réponse de l'infidèle, un refus ou une acceptation. Ce paradoxe se résolvant dans la caractéristique de l'espérance reliée à celle de l'infidélité, puisque les femmes sont infidèles, de fait, elles pourront éventuellement dire oui, et donc elles entretiennent l'espérance autant que le désir. Là encore, le système de rimes va mixer les rimes alternées et les rimes embrassées, de manière à mettre en scène l'infidélité amoureuse, et le choix des mots à la rime va confirmer le paradoxe en reliant des termes antithétiques, rigueur et faveur, jouissance, inconstance et espérance. En quoi le poète fait-il ici un éloge paradoxal ? Pour répondre à cette question, nous avons tout d'abord montré qu'il s'agissait d'un hommage adressé aux femmes infidèles, ce qui est présent évidemment dès le titre, mais aussi par le biais de l'omniprésence de la deuxième personne du pluriel, les désignant tout au long du texte. Cet hommage est adressé par un homme qui les remercie de leur infidélité, le poème fonctionnant ainsi comme une célébration paradoxale de leur comportement, alors même que celui-ci est moralement répréhensible. Par ailleurs, au centre de ce texte, la métaphore du théâtre va illustrer les différents rôles que ces femmes tiennent tout au long du texte sur la scène sociale. L'infidélité, ainsi, n'a de valeur qu'à mesure qu'elle se fait passer pour fidèle, de manière à entretenir tous les espoirs. Ainsi, le poète va broder autour de l'idée d'une revalorisation de l'amour par sa multiplication, nécessitant de fait une superficialisation de la relation. Il s'agit ici de revaloriser l'émotion au détriment du sentiment amoureux, ce qui est notre troisième paradoxe. Pour terminer, l'érotisme thématique qui est sous-entendu dans le texte va être manifesté explicitement par le travail des rimes qui modélisent par leur structure et leur genre l'infidélité amoureuse et sexuelle célébrée par l'auteur, le troisième paradoxe étant celui de la tension entre le fond et la forme du poème. Je passe ainsi à la question de grammaire. Vous m'avez demandé de traiter de la proposition subordonnée conjonctive circonstancielle au vers 27-29. Dans ces trois vers, nous avons une conjonction de coordination qui doit normalement mettre en relation des éléments syntaxiques similaires. En l'occurrence, ici, elle va relier des propositions « chacun poursuit votre inconstance » qui est une proposition indépendante, et « il en a du moins l'espérance » qui aurait pu être indépendante, mais qui, du fait qu'elle possède une subordonnée, devient ainsi principale. La subordonnée est reconnaissable à la conjonction de subordination qu'il introduit, en l'occurrence « si », et l'idée devant initiale vocalique, et s'organise autour du verbe conjugué « obtient ». La proposition « s'il n'obtient pas vos faveurs », puisqu'elle ne peut pas fonctionner seule, est bel et bien une proposition subordonnée, et puisqu'elle complète l'intégralité de la proposition « il en a du moins l'espérance », elle est bien conjonctive. Pour ce qui est de sa fonction, la conjonction « si » peut nous donner deux possibilités. Il peut s'agir, dans un premier temps, d'une interrogative indirecte. Simplement, pour valider cette hypothèse, il faudrait qu'elle soit introduite par un verbe d'interrogation, ou en tout cas un verbe de parole,
mettant en scène le discours indirect. Ce n'est pas le cas ici. Par ailleurs, si c'était le cas, elle serait non pas circonstancielle, mais complétive, occupant la fonction de COD de ce verbe de parole. Il nous reste donc la possibilité d'une conjonctive circonstancielle, et là encore, nous avons deux possibilités. Il peut s'agir soit d'une proposition indiquant une condition, soit indiquant une hypothèse. Dans ce cas-ci, puisque la conséquence, à savoir l'espérance, n'est pas exclusive à la condition, à la réalisation de ce qui est exprimé par la circonstancielle, nous ne pouvons pas être dans une subordonnée de condition et nous devons logiquement nous placer dans un système hypothétique.